En juillet 1701, une guerre pour la succession au trône d'Espagne ensanglanta nos régions. L'histoire ayant pour habitude de resservir les plats, en juillet 1870, les mêmes causes reproduisirent les mêmes effets. Pourtant, personne n'en voulait de cette guerre, ni Napoléon III, ni Guillaume II. Personne? Pas tout à fait. Pour Victor Hugo et la plupart des chroniqueurs après lui, Napoléon III porte l'entière responsabilité de la débâcle qui, en 1870, coûta la vie à 140 000 Français, sans parler des blessés et des malades, et qui amputa la France de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Pourtant, Louis-Napoléon n'avait-il pas déclaré en 1852 « Par esprit de défiance, certaines personnes se disent « l'Empire, c'est la guerre ». Moi je dis « l'Empire, c'est la paix ». Alors, Napoléon III, pacifiste ou va en guerre? Pacifiste peut-être pas, mais profondément marqué par les scènes affreuses des champs de bataille de Solferino en 1859, l'empereur est résolu à mener une politique de concorde, d'équilibre et de pacification entre nations européennes. Jeune homme, il citait son oncle « Tant qu'on se battra en Europe, ce sera une guerre civile ». Et en 1863, c'est lui qui convie les autres souverains européens à un congrès de désarmement continental. En 1869, le trône d'Espagne est vacant. La reine Isabelle, renversée par une révolution, est partie en exil. Et les Espagnols cherchent un nouveau souverain. Mais pour un pays comme l'Espagne, il faut un souverain catholique. Parmi les familles royales d'Europe, qui pourraient offrir des prétendants au trône d'Espagne, se trouve la famille des Hohenzollern, dont le chef Guillaume Ier, roi de Prusse. Guillaume Ier et surtout son chancelier pour la Confédération de l'Allemagne du Nord, le comte de Bismarck, décident de poser cette candidature. Napoléon III et son gouvernement sont très mécontents parce qu'ils disent que si en Espagne arrive un souverain, disons, d'origine allemande, eh bien la France se trouvera encerclée comme au XVIe siècle, comme au temps de l'Empire de Charles Quint. Après différentes négociations diplomatiques, Napoléon III et son gouvernement obtiennent, au mois de mars 1870, le retrait de la candidature Hohenzollern. Il ne faut pas perdre de vue que l'opposition intérieure, en particulier l'opposition républicaine, est résolue à pousser à la guerre contre la Prusse, tout en refusant de voter les indispensables mesures de réarmement du pays. On peut dire qu'en quelque sorte, n'ayant pu réussir à provoquer la chute du régime par l'intérieur, ces parlementaires vont tenter et réussir à la provoquer par l'extérieur. En somme, peu importe pour eux que la chute du régime passe par la défaite de la France. Léopold de Hohenzollern avait retiré sa candidature au trône d'Espagne. Guillaume Ier ne désirait pas plus la guerre que Napoléon III. Alors pourquoi? C'est là qu'intervient Bismarck. Le chancelier allemand est convaincu qu'il parviendra à l'unité allemande en provoquant la guerre face à la France. Le gouvernement français demande des garanties écrites à l'empereur Guillaume Ier lorsqu'il retire cette candidature. Mais Bismarck, décidément fourbe, tronque le texte de Guillaume Ier, c'est la fameuse dépêche d'Ems, ce qui provoque la fureur du gouvernement français. C'est la bombe espagnole et le point de départ de la crise diplomatique entre la Prusse, l'Espagne et la France qui va conduire à la guerre franco-allemande de 1870. L'empereur Napoléon III se range à l'avis de ses principaux ministres et la guerre est déclarée le 19 juillet 1870. Le pire dans cette affaire, c'est que Napoléon III, comme son ministre de la guerre, le maréchal Ney, sont tout à fait conscients de l'infériorité militaire française. Et ils proposent en 1867 la mise en place d'un service militaire obligatoire qui porterait l'armée française à 800 000 hommes, le tout étant complété par une garde mobile de 400 000 hommes supplémentaires, ce qui hisserait la France au niveau de la Prusse. Le débat va durer 3 ans, mais les parlementaires vont être vent debout contre cette réforme. Et au final, la réforme sera rejetée et les crédits militaires ne seront pas votés. À l'entame des combats, le député Jules Simon s'écria « Ah, si nous pouvions être battus !»
Il n'avait pas trop à s'en faire. En 1859, déjà, Napoléon III avait observé « En France, nous ne sommes jamais prêts pour la guerre ». S'il ne désire pas cette guerre, Napoléon III n'est pas homme à fuir ses responsabilités. Bien qu'affaibli par des problèmes de santé, souffrant le martyre à cause d'un calcul dans la vessie, l'empereur prend la tête de son armée. Pour ce faire, il se rend à Metz. Alors il s'installe à la préfecture et dès le lendemain, il réunit les maréchaux et les généraux présents à Metz ou qu'il fait venir des environs de Metz. Et là, bien, il constate l'état d'impréparation de ses armées. Et il prend une décision qui est très importante, celle de ne pas engager d'offensive. D'une part parce que ces armées ne paraissent pas en état de le faire, et deuxièmement parce que Napoléon III constate que la France est complètement isolée, elle est seule contre la Prusse. Les Italiens ont renoncé à participer à la guerre. Quant aux Autrichiens, sur lesquels on pouvait compter et qu'on espérait rejoindre dans la vallée du Rhin, les Autrichiens décident de garder la neutralité la plus totale, dans l'immédiat au moins. La majorité des habitants de Metz ne souhaitaient pas la guerre, mais quand elle fut déclarée, tous exprimèrent avec force leur patriotisme et leur attachement à la nation française. Depuis 2 nuits, le chemin de fer nous amène sans cesse des troupes de l'intérieur de la France puis les emporte immédiatement à la frontière. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Les Messins ont demandé pour eux le service de la garde nationale et se sont offerts pour les travaux de défense. Dans l'après-midi et dans la soirée, des régiments d'infanterie arrivent par chemin de fer. Ils trouvent les rues pavoisées de drapeaux et vont camper au banc Saint-Martin où se concentre le corps du maréchal Bazaine. La chaleur est considérable. Les troupes sont couvertes de poussière et n'ont que leur effectif et leur tenue de paix. On fait les faisceaux. En position, allez. Les véritables combats commencent simplement quelques jours plus tard, le 6 août. Les armées allemandes sont arrivées à la frontière française et, ne voyant pas arriver l'armée française, elles cherchent à l'accrocher. Le premier, en Alsace, où MacMahon est vaincu, c'est le combat de Wörth-Fröschwiller. Et le second, Frossard, est accroché très sérieusement par les unités allemandes de Steinmetz. Alors c'est dans ce contexte qu'il y a un événement qui par la suite prendra beaucoup d'importance. Au cours de l'après-midi, Frossard a estimé qu'il risquait de ne pas pouvoir faire face à la supériorité des armées allemandes qui arrivaient. À une quinzaine de kilomètres de là, il y avait son collègue, le maréchal Bazaine, qui était le commandant du 3e corps. Et il a envoyé un émissaire, un officier, pour lui demander de se porter à son aide. À ce moment-là, l'armée française n'était pas vaincue. Il n'était même pas question de reculer. Et là, eh bien, il est clair que Bazaine a probablement commis une faute grave, peut-être parce qu'il était jaloux de son collègue et qu'il ne voulait pas l'aider. Il a décidé de répondre négativement à la demande d'aide qui lui était faite. Et c'est dans ce contexte qu'effectivement, en fin de soirée, Frossard a décidé, pour ne pas perdre une partie de ses régiments, la retraite sur Metz. Napoléon III ne s'est pas trompé. Les troupes françaises ne sont pas prêtes pour la guerre. Qui plus est, les généraux multiplient les erreurs tactiques. Même quand ils sont en position favorable, ils abandonnent le terrain à l'ennemi. Partout, il y a des hôpitaux. Dans les bâtiments publics, à l'évêché, dans les collèges, dans les maisons religieuses et aussi chez les particuliers. Ce qu'il faudrait quand même dire, c'est qu'il y a 45 000 civils messins, auxquels s'ajoutent à peu près une vingtaine de mille de réfugiés, c'est-à-dire des gens de la campagne qui avaient cru se mettre à l'abri des murs de la ville de Metz et qui sont dans la ville de Metz et qu'il faut nourrir avec les militaires. Voilà 9 jours et rien, toujours rien. Je n'espère plus. Rien non plus sur ce que nous devons faire. Le chef se referme dans son mutisme. Soirée aussi triste que celle d'hier. Toujours la pluie, toujours la boue, toujours l'isolement sous la tente mouillée. Il est impossible que l'armée s'éloigne de Metz.
Les forts ne sont pas achevés et si la place était laissée à elle-même, elle serait prise d'assaut, hélas. Les chevaux dépriment, ils manquent de foin et campent comme les hommes dans la boue. Coincé à Metz, Bazaine ne sait plus s'il doit rester sur place ou tenter une percée pour gagner Thionville, puis Montmédy. Au sein de l'état-major, son indécision agace. Le repli sur Metz est une décision regrettable. Les troupes de Bazaine s'y trouvent enfermées avec la population de la ville et des campagnes environnantes. Les provisions ne tardent pas à manquer. Le moral, très bas, sombre un peu plus quand arrive une nouvelle de Sedan. L'empereur a capitulé. Ainsi, un sergent berlinois écrivit « Alors vint un jour de grande joie, le 3 septembre, avec l'annonce de la nouvelle de la catastrophe de Sedan. D'abord, personne ne voulait y croire. La nouvelle était trop grosse, trop monstrueuse pour pouvoir y croire vraiment. L'empereur et toute son armée, 80 000 prisonniers. Impossible, du jamais vu dans l'histoire du monde, et pourtant, des espoirs de paix et de retour au pays surgissent. Le 2 septembre, Napoléon III rencontre Bismarck sur la route de Donchéry. Le chancelier allemand lui propose d'engager des négociations de paix contre la cession de territoire. L'empereur refuse radicalement. Pour lui, la défaite de Sedan n'est qu'une capitulation militaire. Il ne s'agit en aucun cas de négocier la paix, il estime qu'il n'est pas habilité pour cela. Donc il renvoie le chancelier allemand vers l'impératrice régente, sa femme Eugénie, qui dirige à ce moment-là le gouvernement. Mais Bismarck insiste. Il propose un marché à Napoléon III. En échange de la cession de l'Alsace et de la Lorraine, il propose à l'empereur de mettre à sa disposition l'armée de Bazaine, encore prisonnière dans Metz, afin qu'elle marche sur Paris et que l'empereur reprenne le pouvoir. Napoléon III refuse à nouveau cette proposition. Et il écrit aussitôt à l'impératrice régente afin qu'elle refuse de même cette proposition, pour lui déshonorante pour les Bonaparte. En réalité, si Bismarck négocie en parallèle avec les dirigeants républicains, il préférait que Napoléon III sauve l'Empire, celui-ci offrant à la Prusse des garanties plus sûres qu'un nouveau gouvernement issu du mouvement insurrectionnel. Il n'est pas surprenant que Napoléon III ait refusé de sacrifier les intérêts de la France à ceux de la dynastie. Il avait toujours placé la souveraineté populaire au-dessus de tout. Napoléon III, qui n'avait pas voulu de cette guerre, qui avait fait passer les intérêts de la France avant ceux de sa dynastie, fut le bouc émissaire de la débâcle. Les républicains, Victor Hugo en tête, ne lui pardonneront jamais un coup d'État qu'on serait pourtant en droit de qualifier de démocratique. L'empereur se plaisait à dire « Le seul souverain que je reconnaisse en France, le peuple ». Le peuple eut malheureusement la mémoire courte. Si l'empereur refuse de céder l'Alsace et la Lorraine, le gouvernement tiers n'a pas ses scrupules. La guerre de 1870 a fait 140 000 morts du côté français. L'Empire défait, la République reprend ses droits. Mais cette République-là n'est sans doute pas celle pour qui sont morts des milliers de communards, tués par des armes françaises. Oh mon ami, depuis ce temps, Si les manuels d'histoire ont tendance à placer sous silence la guerre de 1870, la mémoire de cette année terrible ne s'est jamais éteinte. C'est dans cet esprit qu'a été conçu le musée de Gravelotte, situé face à la halle du souvenir. Là sont réunis les corps des soldats français et allemands célébrant la réconciliation des deux pays qui, 2 conflits plus tard, seront à l'origine de l'Union européenne.